En 1926, le canard quitte son nid de la rue de Bondy pour aller s'installer 9 rue Louis-le-Grand, près de l'Opéra, dans les locaux d'un journal ami, L'Œuvre. Dans les années 30, Frédéric Potcher est engagé à l'Œuvre. Et je suis dirigé sur un bureau qui était au fond d'un couloir, qui était crasseux. Il y avait une odeur de vieille pipe qui régnait là-dedans, c'était épouvantable. Et dans ce bureau, il y avait les dessinateurs. Les dessinateurs qu'on appelait les élites. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Henri Monnier, de William Grove, de Ferjacques. Le soir, on s'est tous retrouvés, pour autant qu'ils m'en souviennent, au Café de la Paix. Et on avait un peu insisté sur la biboche, on était un peu, comment dirais-je, surexcités. Et je me rappelle qu'on a tous chanté à un moment donné, le 31 du mois d'août, avec ce petit refrain irrévérencieux, et merde pour la reine d'Angleterre. Et alors, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a un Anglais dont les sentiments loyalistes ont été hérissés, et qui s'est levé, et qui nous a dit « Merde pour Poincaré ». Et il savait tout. Monnier, c'est un homme qui savait tout. Et alors, physiquement, il était curieux, il était très grand, il avait un grand nez, comme ça, il avait le visage pointu, en avant, il avait des grandes mains, des grands pieds, il arpentait le palais royal, comme ça, comme une girafe un peu. Et alors moi, quelquefois, quand je le voyais de ma fenêtre, parce que ma fenêtre donne sur le jardin, je lui disais « Salut Henri !» Alors il se mettait à hurler, il était heureux comme tout. C'était vraiment un camarade admirable. Un bon copain, vraiment un bon copain, Henri Monnier. Il est membre fondateur de la confrérie des chevaliers du Tastefesse, dont je suis le sérénissime grand maître d'ailleurs. Monnier aime les canulars. À un journaliste de province qui vient faire un reportage sur le canard, il présente une rédaction composée uniquement de journalistes noirs. Tous ces noirs, là, c'était des parents de Kazan, qui était la femme martiniquaise d'Henri Monnier. Et alors Monnier, tout de suite, a fait les présentations. Il désigne l'oncle de Kazan, et il dit moi j'ai un ami, je vous présente Maurice Maréchal, notre directeur. Celui qui est à côté, là, c'est Pierre Bénard, rédacteur en chef. Le troisième, le plus crépus, là, c'est Antaino. Le flash, il prend une photo et ça n'a pas raté. Le lendemain, le journal, il présentait son scoop sur 5 colonnes, le canard enchaîné et fait par des Noirs. Il y avait un dessinateur au canal qui c'était un des meilleurs dessinateurs du monde, à mon avis, c'était peut-être les plus grands connus, que c'est Grove. Parce que Picasso disait que Grove c'était le meilleur dessinateur qu'il connaissait. Et Grove me faisait penser à Verlaine. Il avait quelque chose de Verlaine, il avait une espèce d'existence à la Verlaine, comme ça il était morne, il était trouble, on le trouvait entre deux apéritifs. C'était un rude fardeau, mais un fardeau qu'on supportait allègrement parce qu'il était tellement... Il nous manque encore. Ah oui, il nous manque encore. Mais seulement on ne pouvait pas rester plus de 3 jours avec lui, on avait envie de le battre. Et puis une fois 3 jours après on revenait, puis c'était très bien comme ça. On avait fait des Groves un soldat, c'était une idée extravagante. Les Allemands en ont fait un prisonnier, ils ont renoncé à l'utiliser, ont fini par le renvoyer. Il était vraiment inutilisable. Et quand vous regardez ces dessins, c'est d'une simplicité fantastique. Eh bien, pour en arriver là, il jetait 40 dessins, il ne se décidait jamais à donner son dessin. Il fallait régulièrement aller le chercher son dessin, il ne trouvait jamais assez simplifié. C'est marrant parce que c'est le premier dessinateur que j'ai essayé de recopier Cabu quand j'avais 12 ans. Grove. Parce que c'était facile. Oui, c'était plus facile. Ça semblait facile. Ça avait l'air plus facile. Ça n'était pas trop. Un côté dessin animé un petit peu. Le dessinateur Lou. Personnage très simple, mais superbement graphique. Ciné. Un précurseur. Hein. Il copiait personne, il avait vraiment un style très personnel et qui se faisait pas du tout à l'époque. Vraiment, c'est étonnant. Venez donc pendre la crémière à la maison. Chacun de nous voit que c'en est merveille, chacun de nous voit que c'en est merveille, soignant notre foi à coups de bouteilles, bon, bon, bon. Nous avions à bord 40 000 bouteilles de la Côte d'Or, mais nous en voulions encore. Le canard a créé le cru juliénas.
parce que je ne me rappelle plus qui, si c'est Monnier ou qui avait dit, il faut aller dans cette région de Juliénas, il y a un petit vin qui s'était placé là-bas pour goûter le petit vin local. Et ils l'ont goûté. Finalement, alors dans le Canard, ça a été une scie. On ne parlait plus que de boire un coup de Juliénas. Et un coup de Juliénas, quand on etc. Finalement, ce petit vin, il est devenu cru de Beaujolais. Il y a une espèce de communion autour de ces choses-là. Maurice et Jeanne Maréchal avaient le sens de la fête. Chaque anniversaire du Canard était une nouvelle occasion de se réunir autour d'une bonne table. Les menus de l'époque font partie aujourd'hui des archives du Canard. Autre tradition bien ancrée chez les journalistes, se retrouver au café. C'était au Cadran, qui à l'époque était un café du journaliste, il a beaucoup changé. Mais tout le monde s'y retrouvait au Cadran. Et nous vivions en bande. La plupart du temps, les rédacteurs déjeunaient ensemble. Ils n'avaient pas de vie de famille, ils n'avaient pas de vie d'intérieur, c'était pas possible. Ils étaient à leur journal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 11 mois sur 12. Il y avait un mois de vacances quand même. Le mardi, après le bouclage, Maréchal réunissait sa rédaction au Cave Murat. Les mardis du Canard n'étaient pas des mardis d'un cercle fermé. Il y avait les confrères des autres journaux, mais il y avait surtout des lecteurs. C'était élargi. Il y avait un représentant officiel des lecteurs qui était un brave postier breton qui s'appelait Le Guillerme. Il y avait aussi Trignol, l'auteur d'un livre qui s'appelle Pantruche, Mémoire d'un truand. Il ne fréquentait que des voyous, ne parlait que voyous, mais avec une truculence extraordinaire. Mais il venait un autre déjeuner. Il nous a fourni pas mal d'expressions, d'ailleurs, qui ont servi par la suite. Gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. Ein unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen, ist wieder stark geworden. Heute auch noch lachen. Deutsches Volk hielt viel selbst. Das Vater ist ein Symbol. Die Jugend ist uns verschrieben, diese Zukunft. Malheur, le voilà qui s'attaque au plafond. En Italie, en Allemagne et bientôt en Espagne, le fascisme triomphe. En France, le Front populaire arrive au pouvoir. Sombre dimanche à Balai. Point de vue des bons bourgeois, paniqués par la victoire de la gauche. 3 jours de Front populaire et il manque déjà 3 Mirabelles dans la tarte. Léon Blum se prononce pour la non-intervention en Espagne. Cette décision divise la gauche française et crée un débat au sein même du Canard. Je voudrais simplement comprendre, titre Pierre Bénard. Évitons le piège sentimental, écrit Galtier-Boissière. La rédaction coupe un autre article de Galtier-Boissière. Celui-ci croit alors à une censure maison et quitte le Canard, suivi d'Henri Janson. Tous deux entament alors une polémique avec Pierre Bénard à travers le journal La Flèche. Galtier-Boissière était également le vénéré directeur, comme il aimait s'appeler lui-même en plaisantant, du Crapouillot. Il fit partie des plumes célèbres qui ont marqué le Canard depuis sa naissance. D'abord, dans les tout débuts, il y a eu Dorgelès, il y a eu Henri Béraud lui-même, il y a même eu Jean Cocteau pour un conte, il y a eu Raymond Radiguet, il y a eu Tristan Bernard, qui a été longtemps, et il y a eu Paul Vaillant-Couturier, qui est ensuite venu l'inventeur de la formule « Les lendemains qui chantent », et le rédacteur en chef de l'Humanité. C'était un grand journaliste et un grand écrivain. Eh bien, il a débuté au Canard. Il me faisait même des petits bourrimets à la gloire. Oui, on peut se passer sans peine de métro, de paye de curé, de victoire franco-roumaine, mais pas de Canard enchaîné. Henri Janson, autre grande patte, a quitté plusieurs fois le Canard. Évidemment, il a quitté le Canard. C'est une amante du Canard, avec les ruptures, les retours, en toute sa vie.
Il y a eu des hauts débats, des scènes, tout ça, mais il est toujours revenu, il est mort au canard. Janson, qui était célèbre pour son esprit, pour ses mots féroces, pour ses drôleries qui faisaient rire tout Paris, était aussi un homme qui avait des coups de cœur et qui savait pousser des coups de gueule. C'était au moment où le coin faisait la grève de la faim, et là il a apporté un beau matin, je me souviens, j'étais au Marbre, il a apporté cet article qui vraiment est fracassant. Et puis alors il y a Pierre Bénard, alors lui il est l'inventeur des mots du canard, il est l'inventeur du lampiste, personnage de lampiste, qui est l'employé, qui était l'employé le plus subalterne de la SNCF. Et Pierre Bénard a donné une acception universelle au mot, c'est devenu le bouc émissaire. Chaque fois, comme avant, Gavroche disait c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, on disait c'est la faute aux lampistes. Alors Bénard a été également, sinon l'inventeur, du moins le colporteur du blablabla. Alors, qui est un mot canard, qui est un mot qui a ensuite été adopté par les journalistes anglo-saxons et qui a même été lancé à la tribune de l'ONU par le Pandit Nehru, le premier ministre de l'Inde, qui a dit un jour c'est du blablabla comme dit le canard. L'expression a aussi été reprise dans le dictionnaire de l'Académie française. Et pourtant, l'Académie n'est pas très ouverte au canard. Elle n'est pas très ouverte, mais comme l'Académie est un conservatoire du blablabla, il allait de soi que le mot blablabla s'y impose. Le filet à crevettes! Il est entre l'huile à bronzer et le fascicule de mobilisation. En 1940, des journalistes du Canard sont mobilisés. Ils continuent pourtant à collaborer au journal. André Guérin en profite même pour créer la rubrique « L'ami Bidas ». Eh bien, c'était de ne pas prendre au tragique ce que les autres prenaient au tragique. Pas prendre au sérieux les travaux de M. Giraudoux à la censure à l'information. Prendre un peu à rebrousse-poil toutes les consignes, en lui mettant naturellement de forme, mais en ajoutant quelques menus détails qu'on ne pouvait ramasser qu'aux armées. Il n'y a pas eu trop d'ennuis. Oh, j'ai été souvent censuré quand même, les blancs dans les papiers. Bientôt, la censure et la débâcle ne permettront plus à Maurice Maréchal de faire le Canard comme il le souhaite. Le dernier numéro est daté du 5 juin 1940 et Maurice Maréchal doit quitter Paris avec sa famille. Je me souviens très bien du départ de monsieur et madame Maréchal et nous-mêmes au square Clignancourt pour passer la ligne le plus vite possible. Il s'était retiré dans les environs de Vichy après la débâcle de 1940 et puis il est mort.